Bienvenue dans French Listen. Aujourd'hui, on s'attaque à une vraie question, celle qui stresse tout le monde. Pourquoi t'as un bon français mais dès qu'il faut parler, tout bloque? Moi, c'est Sandra et avec moi, il y a Bernard. Salut Bernard. Salut Sandra. Ce sujet, il me parle trop. Franchement, j'ai vu, mais trop souvent, des gens qui pigent tout. Ils lisent, ils écrivent nickel, et puis, paf, quand il faut ouvrir la bouche, c'est panique. Mais oui, et je crois que ça vient beaucoup de la peur, non? Genre la peur de faire une erreur, de passer pour un rigolo, ou juste de se sentir bête parce qu'on n'a pas le mot qu'il faut. Ouais, moi, tu sais, ça me rappelle une fois en Espagne. Enfin, attends, c'était, je crois à Madrid. J'avais, appris grave de vocabulaire avant, et devant le serveur, j'ai juste, rien dit. J'avais tout dans la tête, mais ça voulait pas sortir. Peur de dire une bêtise, quoi. Mais c'est tellement ça. Même moi, en anglais, je captais tout. Mais dès que c'est mon tour de parler, je sais pas, parfois j'ai l'impression que je vais inventer un mot qui existe même pas. Oui, et il y a le juge imaginaire, là. T'as l'impression que tout le monde va te regarder « Ah, il s'est trompé sur ce mot ». Mais franchement, qui juge? Les gens oublient vite et souvent ils s'en fichent. Ou ils sont juste contents que tu tentes, tu vois. Bon, on va creuser tout ça, justement, pour voir ce qui coince vraiment derrière cette peur de parler. Mais tu crois pas que le problème vient aussi de la façon dont on apprend? À l'école, c'est écrit, grammaire, exercice, et hop, le livre. Mais la vraie vie, c'est pas un examen écrit, hein? Grave. C'est, c'est comme apprendre à nager en lisant un manuel. Sur le papier, tu piges, mais tu plonges, et là, panique. Moi, je me souviens qu'en cours d'allemand, on faisait 95% d'écrit. Résultat, pour parler, j'étais perdu. Mais c'est fou, parce que moi, c'est pareil avec l'anglais. Pendant des années, j'ai bossé mes verbes irréguliers, tout ça. Et puis, le jour où je passe un entretien, là, plus un mot, je me souvenais d'être assise, à regarder le recruteur et juste bug total. Tu sais, en plus, on nous apprend à avoir peur de l'erreur. Ah non, attention, tu dois tout bien écrire, sinon 0. C'est absurde. Mais du coup, ce qu'on veut savoir vraiment, c'est comment sortir de ce cercle. Est-ce que mater des films ou écouter un podcast comme French Listen, ça peut vraiment aider? Moi, je sens que oui, mais c'est pas magique non plus. Non, c'est clair que juste regarder ou écouter, c'est passif. À un moment, faut oser se jeter à l'eau. Alors, on a parlé du problème, mais comment on fait concrètement? Moi, je conseille toujours, commence petit. Parle devant 3 potes ou même 1. C'est moins flippant. Ouais. Et aussi, tu connais le shadowing. Tu répètes direct ce que t'entends dans un podcast ou une vidéo. Perso, ça fonctionne super bien pour s'habituer à la musique de la langue. Carrément. Et raconter sa journée à voix haute. Franchement, je le fais souvent même en voiture. Ça me décrispe. Ou juste inventer un petit jeu de rôle dans la tête. Je passe une commande au resto, tu vois? J'adore ça. Moi, j'écris parfois une mini-histoire sur ma journée. Après, je la raconte comme si je faisais un vlog. Je me plante tout le temps, mais tu t'en fiches, tu recommences, et hop, tu progresses. Et t'as pas besoin que ce soit parfait. L'important, c'est avancer, pas tout contrôler. Voilà, petit à petit, on prend l'habitude de parler, même tout seul. C'est déjà énorme. Et puis, ce qui aide vraiment, c'est de créer un environnement qui pousse à parler. Trouver un binôme ou rejoindre un groupe de discussion dans ta ville ou sur Internet si t'es un peu timide. Ouais, parce que attendre que l'occasion parfaite arrive, ça marche jamais. Tu dois provoquer la parole, en fait. Moi, je dis souvent, mets en place une mini-routine. Chaque matin, décris ta journée à venir à voix haute. Même si c'est « je vais au boulot, je bois un café ». Oui, et pour ceux qui aiment la tech, il y a plein d'applis pour parler avec des natifs ou s'enregistrer. C'est rassurant parce que tu t'entends et tu peux t'auto-corriger tranquille dans ta chambre. Franchement, on n'a aucune excuse aujourd'hui. T'as Zoom, des forums, Discord, tu peux vraiment parler même si t'habites à la campagne. Alors, on en parlait, mais la peur, surtout en public, ça bloque grave. Moi, si je dois faire une présentation, même en français parfois, j'ai le trac. Oh, pareil.
Mais j'ai remarqué déjà, si tu identifies ce qui te fait le plus peur, genre parler devant 5 personnes ou enregistrer une vidéo de toi, bah tu peux t'entraîner juste sur ça, tu te prépares mentalement. Ouais, c'est vrai. Et j'ai découvert un truc, c'est que juste respirer profondément avant, ça aide vraiment. Genre, poser la voix, prendre 2 minutes pour soi, ça change tout. Moi, ce qui m'aide, c'est de m'enregistrer. Après, j'écoute si j'ai eu l'air stressé. Aussi, tu réalises que c'est jamais aussi horrible que dans ta tête. Et puis, tu peux repérer tes progrès, c'est motivant. Exactement. On croit toujours que c'est une catastrophe, mais les autres ne captent même pas tes erreurs la plupart du temps. On dramatise pour rien. Ok, alors, dans le concret encore. Chacun peut trouver tous les jours un moment pour parler français, non? Même juste d'écrire sa recette de pâtes à voix haute, ça compte? Oui, c'est pas obligé d'être officiel, genre cours du soir. Tu peux parler tout seul ou trouver un partenaire en ligne. Je crois qu'avoir un cadre sympa, sans jugement, ça pousse à continuer. Et faut pas hésiter à tester les applis d'échange, les groupes sur Internet, même juste s'enregistrer et réécouter ses progrès, c'est top pour prendre confiance. C'est hyper motivant, tu vois tout ce qui avance. Ouais, et puis tu sens qu'au bout d'un moment, parler devient vraiment naturel. Ça vient pas du jour au lendemain, mais ça finit par cliquer. La clé, c'est la régularité, hein? Même 5 minutes par jour, ça change tout. Tu te fais un mini planning. Aujourd'hui, je parle de mon week-end, demain de mon taf. C'est clair. Et ce qui aide, c'est de s'auto-enregistrer, d'écouter, de voir là où on galère, et de célébrer chaque victoire. Même minuscule, genre « j'ai tenu 2 minutes sans bugger ». Faut aussi se forcer à sortir de sa zone de confort. Participe à un événement linguistique. Lance-toi sur Discord ou un petit défi genre commander un café en français. Ouais, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon. L'essentiel, c'est d'intégrer ça dans ta vie un jour après l'autre. Et petit à petit, t'as plus peur, t'as envie de continuer. Exactement. Et Sandra, je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Merci Bernard, merci à vous qui écoutez. On se retrouve très vite dans French Listen avec d'autres astuces, d'autres galères et, on l'espère, de beaux déclics. À bientôt. Salut Sandra, salut tout le monde. Et surtout, n'arrêtez jamais de parler, même si vous buguez. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Alors, À tout de suite dans j'ai la quelque suite chose de l'épisode. super cool pour toi aujourd'hui. Bernard, écoute ça, j'arrête pas d'y penser. Pourquoi il y a autant de gens qui comprennent super bien le français, qui savent, tu vois, genre, tous les verbes, tous les temps, toutes les règles. Mais dès qu'il s'agit d'ouvrir la bouche, bam, plus rien. On dirait que tout s'arrête d'un coup. Et c'est fou, non? Ouais. Attends, c'est l'éternelle histoire, ça. Et c'est pas genre, oh, un cas isolé. Vraiment, la majorité de mes élèves, ils sont dans ce schéma aussi. Et au fait, bienvenue sur French Listen, si c'est la première fois que tu nous écoutes. Mais, Sandra, il t'est arrivé la même chose, non? Genre, tu connais tout, mais dès qu'il faut simplement commander un café, Ah, mais totalement. Genre, à la fac, je savais conjuguer tous les verbes, conditionnels, subjonctifs, tout. Et pourtant, à Paris, pour commander, juste un café crème, j'étais là genre, bonjour, un café s'il vous plaît. C'est comme si tout ce que j'avais appris restait, je sais pas, bloqué. Il y a un vrai truc avec ça. mais tu sais pourquoi? Le truc, c'est ce fameux syndrome de la salle de classe. Tu sais, apprendre la grammaire assis, faire des exercices écrits, c'est pas du tout la même chose que, bam, parler spontané dehors. La théorie, elle donne confiance, mais ça ne prépare pas au stress de la vraie vie, ni à l'imprévu de l'oral, quoi. Et puis, attends, la pression de tout faire parfaitement, ça n'aide absolument pas. Je me souviens, je voulais jamais faire d'erreur, donc j'osais pas. Mais au final, c'est en se plantant qu'on commence à progresser, non? Complètement. C'est presque nécessaire de se tromper, tu vois. Bref, c'est un peu le piège caché quand on apprend une langue. Faut accepter de paraître un peu bête, parfois. Mais c'est comme ça qu'on avance. Mais alors, Bernard, franchement, c'est quoi le vrai problème?
Parce que, enfin, ce qui me met le plus en panique, c'est pas vraiment la grammaire. C'est dans ma tête que ça bloque. Genre, comment tu l'expliquerais, toi? Ouais, c'est ça. Le blocage mental, c'est le vrai ennemi. Prends l'exemple de Sophie, une élève à moi, brillante à l'écrit, 0 faute quasiment, tu vois. Mais dès qu'elle doit parler, tout se fige. C'est pas qu'elle sait pas, c'est genre une montée d'anxiété sociale pure, la peur de l'erreur qui la paralyse. Donc, la solution, faut apprendre à improviser, à ne pas chercher le mot parfait. Des fois, juste dire les choses, même simples, ça suffit. J'ai trop vécu ça. En fait, un jour à Marseille, sur le marché, je pigeais pas la moitié des mots, mais je me suis dit « Vas-y, lance-toi » et j'ai commencé à parler avec les vendeurs. J'ai compris 1 mot sur 2, mais j'ai survécu. Et après, ça allait carrément mieux. C'est vraiment ça. Non, accepter de pas tout contrôler? Exactement. Genre, utiliser des mots ultra simples, t'autoriser à faire un blanc ou même un silence, c'est normal en fait. C'est là que tu commences à dépasser cette peur. Faut aussi oser improviser. La perfection, ça, c'est comme un frein, quoi. Faut juste y aller, même si c'est pas parfait. Bernard, tu vois, c'est dingue. Il y a vraiment une différence entre comprendre tout, mais tout. À l'audio, dans les séries ou quand les gens parlent, et puis, d'un coup, dès qu'il s'agit de parler soi-même, ça sort pas pareil, tu trouves pas? Mais ouais, franchement, faut passer du mode « je comprends » à « je parle » et il y a un truc super simple pour ça. Les micro-conversations. Tu fais des mini-échanges, même tout petits. Et puis, tiens, tu connais certainement le shadowing? C'est une méthode où tu répètes, juste après ce que t'entends. Par exemple, la méthode d'Olly Richard est top pour ça, vraiment. Ah ouais, j'ai testé. Parler au miroir aussi, comme une folle, chez moi. Mais faut être prêt à se trouver un peu bizarre. Et toi, t'aurais d'autres astuces pour s'immerger même si on vit pas en France? Carrément. Change la langue de ton téléphone, mate un max de podcasts ou rejoins des groupes de conversation en ligne. Même juste commenter ce qui t'arrive dans la journée. Genre, je range mes affaires, je sors le chien. Tout ça, ça t'entraîne à former des phrases naturellement, sans stress. Et, tu sais, ce qui m'aide vachement maintenant, c'est la régularité. Pas des heures, mais juste 5 à 10 minutes, genre parler d'un truc que tu connais. Ça te rassure, et tu vois vite tes progrès. Toi, t'en penses quoi pour garder la motivation et la confiance? C'est le secret, Sandra, carrément. Régularité, même mini. Genre, tu te fixes un moment tous les jours, et puis t'enregistres ce que tu dis. Après, tu réécoutes, et là, tu entends ce qui va ou pas. C'est du feedback direct, quoi. Ah ouais, j'ai déjà rougi en m'écoutant, je t'avoue. Mais c'est vrai que tu repères les trucs qui passent, ceux à bosser, et échanger avec quelqu'un régulièrement, genre un partenaire d'apprentissage, y a rien de mieux. Surtout si on change de sujet à chaque fois, pour pas répéter les mêmes phrases, tu vois. Ah, oui. Et n'hésite pas à varier les situations. Aujourd'hui le médecin, demain le resto, après un entretien d'embauche. Tu t'entraînes à tout. Et il y a plus de surprises quand ça arrive vraiment. Et attends, la visualisation, t'en penses quoi? Parce que je le fais parfois, avant une réunion en français, je m'imagine réussir. Je vois les gens qui me sourient, je me dis « je peux le faire ». Et, franchement, ça aide, non? Ah mais, totalement. Tu utilises le cerveau comme un simulateur, tu vois. Tu visualises chaque étape, tu accueilles l'interlocuteur, tu te vois répondre, recevoir un sourire, et tout ça, mine de rien, c'est super puissant pour casser l'angoisse. Parfois, je me répète des petites phrases genre « je suis capable » juste avant de commencer. Un peu comme, tu sais, préparer un match de foot. Exactement. Tu combines visualisation et affirmation positive, et bam, ça te met dans le bon mood. Les athlètes font pareil, alors pourquoi pas toi? Moins d'anxiété, plus de flow. Faut pas sous-estimer ce truc-là, vraiment. Tu le fais avant chaque petit défi, ça change tout. Croix de bois, croix de fer. En vrai, le top, c'est de, genre, s'immerger pour de vrai, tu vois. Même chez toi, podcast en fond, un livre à voix haute, commenter ce que tu fais. Tout devient excuse à parler. Exactement. Et tu fais des petits défis. Aujourd'hui, je regarde une vidéo, je prends 2 expressions et je les réutilise dans la journée. Sinon, tu participes à des événements en ligne. Il y a franchement plein de groupes, avec des natifs ou même des apprenants.
C'est détendu. Il y a zéro pression. Et tu sais quoi, se challenger? Pendant 1 heure, tu décides, c'est que du français, même pour râler sur ton ordi qui rame. Puis, tu notes ce que t'as réussi, ce qui a bloqué. Ça motive à fond. Oui, un carnet pour suivre tes progrès. C'est motivant. Tu vois, avec le temps, tous les mots, les histoires que t'as réussi à sortir, franchement, c'est ultra gratifiant. Bon, Bernard, je crois que, on l'a bien décortiqué, ce blocage du français oral aujourd'hui. C'était, assez pratique, non? J'espère que, enfin, ça aidera tous ceux qui galèrent à trouver le courage de parler vraiment, et pas juste en théorie. Ouais, et souviens-toi, il n'y a pas de magie, c'est juste, tu te lances, tu fais des erreurs, tu continues, c'est carré, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais c'est ça, progresser. Et nous, on reste là avec French Listen pour, continuer à déverrouiller le français avec toi. Étape après étape. Allez, on se retrouve très vite pour un autre épisode. D'ici là, pratique un peu chaque jour et, viens nous raconter si t'as des déclics. Salut Bernard. Salut Sandra. Et salut à toutes et tous. À très bientôt sur French Regardez Listen. maintenant la 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Bonjour et À tout à l'heure bienvenue pour la pour suite cette de exploration l'épisode. du français parlé. On est nombreux, je pense, à le constater. On arrive à bien comprendre le français, mais passer à l'oral, parler de façon fluide, naturelle, ça reste souvent un vrai défi. Oui, tout à fait. C'est une étape normale dans l'apprentissage, mais délicate. Ce passage de la compréhension, qui est plutôt passive, à l'expression active, c'est crucial. Et c'est justement le cœur de notre discussion aujourd'hui. Pour ça, on s'est penché sur pas mal de choses. Un guide pratique, des recherches universitaires assez pointues sur la linguistique de l'oral, une thèse qui analyse les difficultés d'apprenants, un article de blog sur les blocages. Et même une discussion assez animée sur un forum en ligne Reddit avec des témoignages très directs. Exactement. Donc une belle variété de sources. Oui, ça va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble du terrain à la théorie. Notre mission, si on peut dire, essayer de comprendre pourquoi parler peut être si difficile, découvrir un peu les secrets de ce français qu'on entend tous les jours, qui est, on va le voir, bien différent de l'écrit, et puis partager des stratégies concrètes pour enfin oser, quoi. C'est un beau programme. Alors, on commence par quoi? Peut-être par définir ce français parlé? Oui, bonne idée. Ce qui frappe tout de suite dans les recherches académiques, c'est cette idée que le français parlé a sa propre logique, sa propre grammaire. C'est ça. La fameuse phrase « on ne parle pas comme on écrit », elle résume bien. Et attention, ce n'est pas que l'oral serait moins correct. C'est un système linguistique différent avec ses propres fonctionnements. Différent comment alors? La grande différence, c'est la situation de communication. L'oral, c'est souvent spontané, immédiat. On réfléchit en parlant, on interagit. Ça change tout pour la syntaxe, la façon dont on prononce les mots, le rythme, l'intonation, la prosodie, comme on dit. Et historiquement, on n'a pas toujours vu cet oral d'un très bon œil, si je comprends bien. Ah non, pas du tout. La tradition, surtout scolaire, a longtemps mis l'accent sur l'écrit, le modèle littéraire. Le bon français, c'était celui des livres. L'oral spontané, c'était souvent vu comme négligé, populaire, voire vulgaire. D'accord. Les sources rappellent même des critiques anciennes, par exemple envers les transcriptions phonétiques qui essayaient de noter comment les gens parlaient vraiment. On parlait de français surveillé, celui qu'on contrôle, par opposition à l'oral de tous les jours. C'est fou comme cette hiérarchie a pu marquer les esprits. Et dans cet oral spontané, justement, on entend tout le temps ces petits mots un, ben, quoi, tu vois, en fait, c'est juste du remplissage. Alors non, pas seulement. Les linguistes le montrent bien, ces marqueurs du discours, comme on les appelle, ils ont des fonctions super importantes. C'est pas juste pour boucher les trous. Ah oui? Oui, ils aident à organiser ce qu'on dit, à garder le contact avec l'interlocuteur. Tu vois, ça vérifie si on est suivi. Ils peuvent introduire une nuance, en fait, ou mettre en valeur quelque chose, ce film-là. C'est crucial pour être efficace en communication, ce qu'on appelle la compétence pragmatique. D'accord, je vois. Une source propose même de les appeler mots d'organisation du langage. Ça montre bien leur rôle structurant. Donc loin d'être des parasites, ce sont des outils. Et la construction des phrases elles-mêmes, elle change aussi beaucoup. Énormément. Quand on analyse des conversations réelles, ou même des dialogues de films, comme mentionné dans nos sources, on voit des traits très clairs. Souvent, les phrases sont plus simples, moins de longues subordonnées complexes qu'à l'écrit,
Et il y a beaucoup de dislocation. C'est quand on sort un élément de la phrase pour le mettre devant ou derrière. Par exemple, le collège, ça se passe bien. Ou moi, ma mère m'a dit que, ça met l'accent dessus. Ah oui, c'est vrai. Ou les fameux « moi, ce que je trouve normal, c'est que… » Ça, on l'entend tout le temps. Exactement, les formes pseudo-clivées, très courantes. Et les questions. À l'oral, on fait rarement l'inversion sujet-verbe comme dans les livres. On dit plus naturellement « l'école, ça va » ou « on fait quoi ce soir » avec l'intonation qui monte, plutôt que « l'école va-t-elle bien ». Oui, c'est sûr. Et puis l'usage massif de « il y a »,« c'est »,« ça ». Une phrase comme « le livre, il coûte combien ?» elle est parfaitement normale et efficace à l'oral, même si à l'écrit très formel, on dirait autrement. Et côté son, la prononciation, ça bouge aussi? Ah bah oui, forcément. La chute du e-muet, le fameux choix, c'est la base. On dit petit-déj, je suis. Classique. Il y a aussi l'assimilation, des sons qui s'influencent. On peut entendre « je suis » pour « je suis » ou « je sais pas » pour « je ne sais pas ». Et un certain relâchement général comme « ouais » pour « oui ». D'accord. Les sources insistent. C'est important de connaître ça pour bien comprendre et parler. Mais attention, faut pas confondre ces formes orales avec l'orthographe. Ce sont deux choses différentes. Comprendre ces codes de l'oral, c'est déjà un grand pas. Mais alors, revenons à notre question de départ. Pourquoi est-ce que tant d'apprenants, même après avoir beaucoup étudié, se sentent bloqués? On sent cette frustration dans plusieurs sources, comme le blog ou cette thèse algérienne qui parle d'élèves qui, après 6 ans de français, peinent à s'exprimer. Oui, c'est vraiment le point sensible. Quand on regarde les difficultés listées dans nos sources, il y a plusieurs couches. D'abord, le psychologique. La peur de faire des erreurs, ça revient tout le temps. Ah ça? Partout. Thèse, blog, Reddit. C'est souvent lié au manque de confiance. Et ça peut vraiment paralyser. Le blog parle d'une boucle infinie d'hésitation. Oui, la timidité aussi, le trac. Et cette idée terrible, soulignée dans le blog, qu'on peut confondre son niveau de langue avec son intelligence. Ça doit être dévastateur pour la motivation. C'est un point absolument critique. Ensuite, il y a les facteurs purement linguistiques. Le manque de vocabulaire actif. C'est pas pareil de reconnaître un mot quand on le lit et de le trouver quand on veut parler. C'est vrai. La thèse et le blog insistent là-dessus. Et puis, les difficultés avec la grammaire et la syntaxe spécifique de l'oral dont on vient de parler. Si on n'a appris que l'écrit, on peut être perdu. Sans oublier la prononciation. La thèse en parle, et sur Reddit, il y a un commentaire intéressant. C'est pas toujours le R qui bloque le plus la compréhension. Parfois, c'est les voyelles, surtout les nasales. En, on, i. Si on confond vent et vin, ou temps et ton. Ça peut rendre la communication difficile pour l'interlocuteur natif, oui, très juste. Autre point, l'interférence de la langue maternelle. On a tendance à traduire mot à mot ou à garder des habitudes de prononciation. La thèse l'observe aussi. Logique. Et puis, il y a le facteur le plus évident, mais fondamental, le manque de pratique active. Comprendre, c'est une chose. Parler, ça demande de produire, de construire en temps réel. L'analogie du footballeur sur le canapé dans le blog est pas mal, hein. Faut monter sur le terrain, hein. Exactement. C'est la pratique régulière qui débloque, qui automatise les choses. Et bien sûr, si on a déjà du mal à comprendre ce qu'on nous dit, difficile de répondre, hein. C'est la base. Et pour corser le tout, il y a des facteurs externes liés à l'interaction. La discussion Reddit, on parle beaucoup. Cette expérience où les francophones passent à l'anglais. Ah oui, le fameux switch. Ça a fait couler beaucoup d'encre virtuelle, ça. Pourquoi ils font ça, d'après les témoignages? Les raisons évoquées sont diverses. Parfois, c'est par gentillesse, pour aider. D'autres fois, de l'impatience, surtout si le service doit être rapide. Ou alors une vraie difficulté à comprendre l'accent de l'apprenant. Certains sur le forum suggèrent même que le francophone veut pratiquer son anglais. Et puis, il y a la perception parfois d'un certain snobisme, surtout à Paris, d'après quelques retours. C'est complexe comme situation. Le conseil qui revient souvent, c'est d'essayer de continuer en français poliment ou de demander clairement « est-ce qu'on peut continuer en français ?» Il est aussi noté que l'accueil varie. Certains rapportent des expériences plus encourageantes avec des Haïtiens ou des Québécois par exemple. Et puis, soyons honnêtes, même entre francophones, comprendre tous les accents, ce n'est pas toujours évident. Ça remet les choses en perspective. Bon, on a bien exploré la nature de l'oral, les obstacles. Maintenant, la question clé. Comment on fait pour avancer? Qu'est-ce que nos sources proposent comme stratégie concrète pour enfin oser parler? Alors, passons aux solutions. Si on regroupe ce qui ressort des documents, il y a plusieurs pistes importantes. La première, et elle est peut-être la plus essentielle, c'est de travailler sur son état d'esprit. Ah oui. Le blog insiste beaucoup là-dessus. Il faut être patient, se fixer des objectifs réalistes,
Apprendre à parler, ça prend du temps. Et surtout, accepter de faire des erreurs. Se donner le droit à l'erreur. Exactement. C'est normal. Même les natifs hésitent, se corrigent. Il faut dédramatiser. Ça aide à combattre la peur et à reconstruire la confiance en arrêtant de lier sa valeur personnelle à son niveau de français. C'est la base psychologique en quelque sorte. Tout à fait. Deuxième grande stratégie, la pratique active et régulière. Ça, c'est le nerf de la guerre. Le message est unanime, il faut parler, parler, parler. Utiliser ce qu'on connaît déjà, même si c'est pas parfait. Se jeter à l'eau. Voilà. Le blog dit qu'une pratique quotidienne, même courte, c'est ça qui construit la fluidité, le feeling de la langue. Et comment on pratique concrètement? Il y a des débats, juste discuter avec des gens, raconter sa journée, résumer un article. Varier les plaisirs, quoi. Oui. Et trouver des partenaires d'échange, des groupes de conversation, en ligne ou en vrai, sur des sujets qui nous intéressent, comme le suggère le blog, ça motive. Logique. Troisième piste. Travailler spécifiquement les caractéristiques de l'oral. L'étude académique dit qu'il faut développer une conscience de cette grammaire et de cette prononciation particulière. Le guide pratique propose des exercices ciblés. Comme quoi? Travailler les sons difficiles, les nasales, le R, mais aussi l'articulation, le rythme de la phrase, l'intonation. Il parle même de présence vocale, un peu comme au théâtre. Intéressant. L'improvisation est aussi citée pour gagner en spontanéité. Et un conseil très concret, s'enregistrer pour s'écouter après, comparer avec des natifs, identifier soi-même où on peut s'améliorer. Pas mal. Et la technologie, elle peut aider. Oui, c'est le 4e axe. Le guide mentionne les applis mobiles. Elle propose souvent des exercices ludiques, adaptés au niveau. Il y a même une stat citée, 73% d'amélioration après 10 heures sur une certaine appli. Pas mal. Ces outils peuvent aussi aider à suivre ses progrès, tenir un petit carnet de bord, réécouter ses enregistrements. D'accord. Et il y a un autre point qui ressort fort de la thèse, c'est la lecture. Ah oui, absolument. La thèse le montre très clairement. À partir des observations en classe et des réponses des enseignants, lire régulièrement a un impact très positif sur l'oral. C'est contre-intuitif peut-être, mais Mais ça marche. La lecture enrichit le vocabulaire, évidemment. Si on lit à voix haute, ça aide pour la prononciation, ça familiarise avec les structures de phrases, et ça donne confiance. La thèse dit même que c'est un super outil de remédiation. et ça sert de base pour des activités orales. Exactement. Les enseignants dans la thèse disent que c'est plus facile de lancer un débat ou un jeu de rôle si ça part d'un texte que tout le monde a lu. La lecture devient un tremplin vers l'oral. C'est une piste vraiment accessible. Et pour ceux qui visent des examens type DLF et DEALF, Le guide donne quelques conseils. Bien comprendre ce qu'on attend à l'oral pour chaque niveau, argumenter en B2 par exemple, s'entraîner dans les conditions réelles avec le chrono, et éviter les pièges. Ne pas préparer l'oral spécifiquement ou mal gérer son temps. ok, ça fait une belle boîte à outils, hein. Si je résume, pour mieux parler français, il faut d'abord accepter que l'oral a ses propres règles, différentes de l'écrit. Ensuite, travailler sur soi pour oser, accepter de ne pas être parfait, et puis pratiquer activement, régulièrement, en ciblant si possible les points spécifiques de l'oral. Et ne pas hésiter à utiliser la lecture ou la technologie comme alliés. C'est une excellente synthèse. Le message clé, je pense, surtout venant des études linguistiques, c'est vraiment de valoriser cet oral authentique dans l'apprentissage. Il faut comprendre qu'il y a 2 systèmes, oral et écrit, qui coexistent. Et pour parler comme les Français, il faut apprendre les codes de cet oral spontané, qui a sa propre richesse et sa propre liberté. Très clair. Bon, et pour finir, une petite pensée pour la route. On a vu que le français parlé utilise beaucoup le contexte, l'implicite, les références communes, que ce soit via les petits mots ou la syntaxe. Alors je me demande, au-delà de la pratique purement linguistique, est-ce que l'immersion culturelle, le fait de comprendre les sous-entendus, les blagues, les références que tout le monde partage, n'est pas finalement l'ingrédient secret pour passer de juste parler à vraiment communiquer de façon naturelle et fluide? Une question à méditer. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cette analyse. Merci. Et à très bientôt!